Bonjour chers élèves, bonjour chers étudiants, bonjour chers amoureux des lettres. C'est un plaisir une fois de plus pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la contraction de texte. C'est bien évidemment l'un des sujets qui est inscrit au programme de français du second cycle au Cameroun et qui se retrouve très souvent comme sujet numéro 1 dans l'épreuve du baccalauréat. Mais bien évidemment, ce sujet-là ne se trouve pas qu'au baccalauréat. On le retrouve également dans les examens du supérieur, par exemple dans les brevets du technicien supérieur, et même un peu au-delà. Donc c'est un exercice que les élèves et les étudiants ont besoin de maîtriser, tout comme les autres exercices de français. Parce que comme tous ces exercices-là, il a un certain nombre d'objectifs. C'est un exercice qui vise à cultiver la capacité de l'élève à synthétiser, c'est-à-dire cette capacité qui est de lire un texte, le comprendre et pouvoir restituer en ses propres mots l'essentiel de ce qui est dit dans ce texte-là. Donc voilà globalement ce que cet exercice vise. Et cet exercice repose généralement sur un texte dont la longueur varie selon la série. Pour les séries industrielles, par exemple, le texte doit compter, je crois, entre 300 et 400 mots, alors que pour les séries littéraires, ce texte peut compter entre 500 et 700 mots, et pour les séries scientifiques ou bien commerciales, le texte peut compter entre 400 et 600 mots. Donc en fait, ce texte, c'est un texte non littéraire, il faut bien le préciser, il ne sort pas des œuvres littéraires. C'est un texte qui aborde un des sujets de la vie quotidienne, un sujet de la vie moderne. Ça peut être l'agriculture, l'industrie, l'économie, en fait, tout ce que nous vivons au quotidien, le monde moderne et toute son actualité, on peut parler de tout cela. Il est donc question pour l'élève qui lit ces textes-là d'être capable de saisir le message et de le restituer en ses propres mots. Et là, c'est un élément qui est très important. Il faut que l'élève ou l'étudiant soit capable de restituer le texte en ses propres mots, en évitant autant que faire se peut de recopier ce qui est écrit dans le texte initial. Cet exercice, comme tous les autres exercices d'ailleurs du français, a de nombreuses applications dans la vie quotidienne, parce qu'il ne faudrait pas que l'on fasse comme si les exercices sont faits simplement pour que les élèves ou étudiants puissent obtenir des examens, que non. Ces exercices ont tous été étudiés parce qu'ils ont la capacité de nous apporter un certain nombre d'éléments dont nous allons nous servir dans la vie quotidienne ou bien dans la vie professionnelle. Ici, par exemple, c'est effectivement cette capacité de suivre ou bien d'écouter et puis de restituer. Vous savez très bien que si, par exemple, dans la vie professionnelle, vous êtes envoyé par votre hiérarchie pour représenter votre structure quelque part, que ce soit un débat, une conférence, en tout cas un événement quel qu'il soit, vous êtes amené à restituer ce que vous avez suivi lorsque vous serez de retour. Et vous savez très bien que lorsqu'on doit restituer, on n'est pas enclin à dire tous les éléments que l'on a suivis là-bas. Il faudrait bien qu'on puisse sélectionner les éléments essentiels. Et c'est ces éléments essentiels-là que nous allons transmettre à nos collaborateurs ou bien à notre hiérarchie selon le cas, selon notre position dans la structure en question. Donc vous comprenez que l'exercice, comme je le disais tantôt, est utile. Il est important pour le candidat ou bien l'élève de le maîtriser parce que non seulement il va lui permettre sûrement de réussir son examen, mais également il pourra l'utiliser beaucoup plus tard dans la vie et dans le monde professionnel. Le travail ici donc se présente comme, pour la majorité, je voudrais dire, des exercices de français, des exercices écrits en français. Le travail se présente généralement en deux grandes parties. Il y a toujours un travail préparatoire, un travail qui permet au candidat d'étudier le sujet, de lire, de ressortir un certain nombre d'éléments qu'il va utiliser pour la deuxième phase qui est la phase de rédaction. C'est un sujet qui se présente sous plusieurs dénominations selon la série, selon la spécialité. En enseignement général, on l'appelle contraction de texte. Il se présente en deux parties. Une partie dans laquelle on demande à l'élève effectivement de synthétiser le texte, de redire en ses propres mots l'essentiel de ce que le texte a dit. Et une deuxième partie que l'on appelle discussion, où on tire un sujet du texte et on lui demande
de faire une dissertation de culture générale sur la base de ce sujet-là. Mais dans les autres séries, on peut le retrouver également. Par exemple, en enseignement technique, industriel, on le retrouve dans l'épreuve que l'on appelle exploitation de texte. En enseignement technique commercial, on le retrouve dans l'épreuve que l'on appelle résumé des textes et langues. Et bien évidemment, le travail à faire est pratiquement toujours le même. On vous donne un texte ou bien une portion du texte et on vous demande de restituer ce texte-là, de restituer l'essentiel de ce texte-là. Donc, pour bien faire le travail, bien évidemment, on doit commencer par étudier le texte. L'étude du texte doit se faire de manière rigoureuse parce qu'il est hors de question que le candidat se dise qu'il va simplement prendre le texte, choisir quelques passages intéressants et les reproduire dans sa copie. Ça, c'est hors de question. Il est question pour le candidat de lire le texte, le comprendre et le restituer intégralement dans ses propres mots. Parce que dans le barème de correction, l'un des éléments que les correcteurs n'aiment pas, c'est retrouver dans le travail du candidat des portions du texte initial. Cela montre simplement que ce candidat n'a pas travaillé, mais qui s'est contenté de choisir, de sélectionner quelques éléments dans le texte et les reproduire. Lorsque le candidat le fait ainsi, il est sérieusement pénalisé au niveau de la notation parce qu'on considère en réalité qu'il n'a pas travaillé, mais qu'il a plutôt fait du plagiat. Il s'est juste contenté de recopier le texte initial et de venir le reproduire dans sa copie. Donc ça, c'est une attitude à éviter. Pour bien faire le travail, donc, il faut véritablement suivre un processus. Et ce processus que je m'en vais vous présenter. La première étape du processus, c'est une étude du texte. Parce qu'il est question d'étudier et de comprendre le texte avant de le résumer. Alors, il faut déjà comprendre, il faut déjà savoir, je voudrais dire que dans cet exercice, les textes qui vous sont généralement proposés appartiennent à deux types. C'est soit des textes argumentatifs pour la majorité des cas, ou alors des textes informatifs explicatifs. Voilà les deux catégories qui vous sont présentées. Et vous allez vous rendre compte que ces textes-là ont des structures qui sont très proches. Donc, premier objectif, vous devez comprendre le texte et essayer de disséquer sa composition. Et c'est sur la base de cela que vous allez finalement faire le travail qui vous sera demandé dans la deuxième partie. Donc, première chose, étude du texte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans cette étude du texte? On va d'abord observer le texte pour en ressortir quelques éléments essentiels, quelques éléments importants. Le premier élément que nous allons ressortir, ce sont les marques d'énonciation. Parce que vous savez que ces marques-là sont essentielles pour pouvoir déterminer une situation de communication. On a besoin d'identifier ces marques d'énonciation. Donc, on s'intéresse aux pronoms personnels qui sont utilisés. Il nous permet de savoir qui parle. Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que l'auteur passe la parole à une autre personne? Etc. etc. Il faut qu'on étudie ces pronoms personnels pour savoir effectivement qui parle dans le texte. En plus de ces pronoms personnels, il est également important d'étudier les temps verbaux. Parce que ce soit les pronoms personnels ou bien les temps verbaux, ils font partie de l'énonciation. Et il est important, lorsqu'on restitue le texte, de respecter cela. Parce qu'il est hors de question qu'un texte qui a par exemple été écrit au présent de l'indicatif soit résumé à l'imparfait ou bien au futur simple. Non, ce ne serait pas bien. Il est aussi hors de question qu'un texte qui a été écrit à la première personne soit par exemple résumé à la troisième personne. Donc vous devez, dans un premier temps, respecter cela. Vous devez identifier les marques d'énonciation, voir quel est le ou bien les pronoms personnels qui sont les plus utilisés et vous arranger au moment où vous allez restituer à restituer les idées en respectant les pronoms personnels avec lesquels elles ont été produites. Il en est de même pour les temps verbaux. Vous devez identifier ces éléments-là. Donc lorsque vous avez identifié les marques d'énonciation, vous passez à un élément un peu plus important, c'est le thème du texte. Il est question de savoir de quoi est-ce que l'on parle dans ce texte. C'est très important parce qu'il est quand même inimaginable que l'on résume un texte sans savoir de quoi il est question. Donc, c'est la question la plus simple. De quoi est-ce que l'on parle dans le texte? De quoi est-ce que l'auteur parle dans le texte? Vous posez cette question, vous essayez d'identifier le thème général du texte. Une fois que vous avez identifié le thème général, comme je l'ai dit au début de mon propos, vous devez savoir que dans la majorité des cas, ce sont des textes argumentatifs que l'on vous propose. Et dans un texte argumentatif, à plus du thème général, il y a la thèse qui est soutenue ou réfutée par l'auteur du texte, par le principal émetteur du texte, par l'énonciateur du texte. Il est question de la retrouver parce que lorsque vous avez identifié la thèse, ceci vous permet de suivre beaucoup plus facilement le cheminement intellectuel de l'auteur.
Si vous n'avez pas identifié la thèse, il ne vous sera pas facile de le faire. Donc, en plus du thème, on identifie la thèse qui est soit soutenue, soit réfutée par l'auteur du texte. Une fois qu'on a identifié cette thèse-là, on s'intéresse maintenant à la suite. Parce qu'une thèse est toujours développée par des arguments. Si c'est un texte explicatif plutôt, on va avoir le thème et plus les idées secondaires. Que ce soit dans des idées secondaires ou des arguments, ils viennent tous soutenir ce dont parle le texte. On doit donc les identifier et pouvoir voir comment est-ce que l'auteur évolue du début jusqu'à la fin du texte. Quelles sont les différentes idées qu'il va utiliser. Et vous devez savoir que pour pouvoir identifier ces idées-là ou bien ces arguments-là de manière un peu plus facile, il faut rechercher les connecteurs logiques. Parce que le connecteur logique est un mot qui d'apparence est insignifiant dans un texte, mais qui en réalité est très important pour voir comment évolue la logique d'un texte. Or, dans un résumé, c'est très important, puisque ce que vous devez restituer, c'est la pensée profonde de l'auteur. C'est ce que l'auteur a dit dans le texte. Il est donc question d'identifier ces connecteurs qui vont vous permettre de voir comment évolue sa pensée. Pour aller de la première idée à la deuxième idée, il va sûrement utiliser un connecteur d'addition, ou alors il va utiliser un connecteur d'opposition. Vous allez donc comprendre que lorsque vous allez restituer dans cette partie du travail, vous devriez vous également produire un connecteur soit d'addition, soit d'opposition pour respecter la logique de l'auteur. Parce qu'il est hors de question que vous faussiez sa logique, vous devez la respecter. Donc, les connecteurs logiques que vous allez identifier vont vous permettre de voir comment est structurée la pensée de l'auteur. Mais vous devez quand même savoir que ce n'est pas toujours... l'auteur n'utilise pas toujours des connecteurs logiques pour passer d'une idée à une autre. C'est pour cela qu'on parle de connecteurs explicites ou bien de connecteurs implicites. Il peut arriver que pour passer d'une idée à une autre, l'auteur n'utilise pas un connecteur logique. Mais vous-même, en analysant le texte, vous allez vous rendre compte que non, d'ici, de cette ligne à cette ligne, l'auteur a parlé de telle idée, il a développé et à ce niveau, il s'est arrêté, il a enchaîné avec une autre idée. Un autre élément qui peut vous aider, ce sont les textes qui sont écrits en paragraphes. Parce que lorsqu'il y a de nombreux paragraphes, généralement dans un paragraphe, l'auteur va s'arranger à développer une seule idée ou alors très souvent deux idées, pas plus. Donc, ces paragraphes vont également être des éléments implicites qui vous permettent de comprendre que l'auteur passe d'une idée à une autre. Mais il peut très bien arriver que sur deux paragraphes successifs, l'auteur évoque des idées qui sont tellement proches que vous, au moment de résumer, vous allez les ramasser dans une seule phrase. Mais malgré cela, il est important, lorsque vous étudiez le texte, que vous identifiez tous ces éléments d'évolution-là. Les idées, ou alors les arguments, comment est-ce qu'ils évoluent. Et vous devez savoir que dans un texte argumentatif, par exemple, la majorité des idées sont souvent illustrées par des exemples. Et les exemples sont eux également introduits par des connecteurs d'illustration. C'est ainsi que c'est par exemple le cas de en effet, etc. Lorsque vous êtes donc en train d'étudier un texte, vous devez regarder toute cette foule d'éléments. Les idées principales, les idées secondaires, les exemples, les explications, etc. Vous devez ressortir toutes ces idées. Lorsque vous avez donc vu tous ces éléments-là, maintenant, vous allez passer à la deuxième phase du travail parce que tous ces éléments que vous avez identifiés, les idées, on les appelle les articulations logiques, c'est-à-dire ce sont les éléments d'évolution logique du texte que vous êtes en train d'étudier. Lorsque vous les avez donc tous identifiés les uns après les autres, vous devez donc maintenant passer à une autre phase du travail qui est celle qui consiste à reformuler. Alors, reformuler, c'est quoi? Vous devez savoir que dans un travail de contraction de texte, qu'il s'agisse du résumé ou bien de l'analyse, il vous est interdit, et je l'avais déjà dit, il vous est interdit de reproduire des phrases texte. Donc, vous devez vous arranger à les rédiger en vos propres mots. Alors, pour le faire, une fois que vous avez identifié la fin, les limites des différentes idées à travers les connecteurs logiques, à travers l'analyse que vous avez faite préalablement, il est donc question maintenant de réécrire ces idées en vos propres mots. C'est cela que l'on appelle la reformulation. Alors, si par exemple le texte avait 5 idées, vous devez les reformuler. Mais vous devez savoir que chaque idée est constituée d'une multitude d'éléments. Parce qu'une idée, je vais dire chaque argument est constitué d'une multitude d'éléments. Il y a d'abord l'idée maîtresse. Mais à côté de l'idée maîtresse, on peut avoir un exemple, on peut avoir une explication, on peut avoir un commentaire. Il faut donc hiérarchiser tous ces éléments-là. Et vous devez savoir qu'un argument, comme je le disais, compte l'idée. À cette idée-là s'ajoutent les exemples et les explications. Et l'élément important ici, c'est bien évidemment l'idée. Nous retenons les idées et puis nous mettons de côté tous les exemples illustratifs. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'exemples illustratifs? Parce que les exemples sont de deux catégories.
Ceux qui sont illustratifs sont ceux qui viennent juste soutenir une idée qui a déjà été exprimée, qui a déjà exprimé l'élément d'information essentiel. Et l'exemple vient juste illustrer cela pour rendre cette idée la plus concrète. Par contre, il existe d'autres exemples que l'on appelle des exemples argumentatifs, qui eux sont des exemples qui représentent un élément important dans le message. Donc, on ne peut pas se passer d'eux, parce que si on se passe d'eux, on aura perdu une partie de la logique de ce que l'auteur a dit. Ces exemples, donc, qui sont des exemples argumentatifs, on va les retenir. Quand on a donc ainsi retenu tous ces éléments que nous avons jugés essentiels, c'est-à-dire les idées, plus les exemples argumentatifs, maintenant, on passe à la phase suivante qui est celle de la reformulation véritable. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, on va les réécrire en nos propres mots. C'est-à-dire, on va se poser à chaque fois la question, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire dans ce passage? Et puis, on essaie de le réécrire en nos propres mots. Bien évidemment, vous savez que le résumé, par exemple, doit réduire le texte au quart. Donc, il faut s'arranger à utiliser beaucoup moins de mots, c'est-à-dire environ le quart de ce que l'auteur a utilisé au début. Et tout ce travail doit se faire de manière rigoureuse. Lorsqu'on a donc ainsi reformulé toutes les idées du début jusqu'à la fin, on a déjà devant soi une version, disons, décousue de ce qui devrait être le travail final que nous allons produire. Il est donc question maintenant de passer à la première rédaction, parce que ce n'est pas la rédaction définitive. La première rédaction vise d'abord à relier ces idées-là, les unes après les autres, ces idées que nous avons reformulées, ces idées que nous avons écrites en nos propres mots. Nous devons les relier. Et bien évidemment, qui dit relier dit on écrit des phrases, on s'arrange à ce qu'il y ait des connecteurs logiques pour aller d'une idée à une autre, ainsi de suite. Donc, on réécrit notre texte avec les éléments que nous avons reformulés du début jusqu'à la fin. Alors, il y a un problème qui se pose souvent. Il y a certains candidats qui, au moment de la rédaction, rédigent en comptant les mots, ce qu'il ne faut jamais faire. Il faut rédiger intégralement du début jusqu'à la fin, sans compter les mots. C'est lorsque vous avez rédigé tout le travail que maintenant vous comptez les mots. Alors, si vous apercevez par exemple que on vous avait demandé de résumer en, je donne n'importe quoi, en 150 mots et vous avez maintenant peut-être 200 mots. Cela veut dire qu'il y a peut-être 30 ou 40 mots de trop dans ce que vous aurez dû utiliser. Vous allez revenir dans le premier travail que vous avez fait et vous allez essayer une fois de plus de retracter à nouveau jusqu'à ce que vous soyez dans la fourchette qui vous a été demandée. Parce que ce que certains candidats font souvent, c'est qu'ils rédigent le résumé en comptant les mots. Si par exemple un résumé avait 6 idées, après la 4e idée, ils se rendent compte qu'ils ont déjà atteint le quota de mots qui leur était autorisé, eh bien ils s'arrêtent là et ils ne reproduisent pas les 2 dernières idées. Ça c'est une idée, ça c'est une erreur à ne jamais commettre. Ce que vous devez faire, vous rédigez, comme je l'ai dit, intégralement le résumé. Lorsque vous avez fini les résumés, maintenant, vous comptez le nombre de mots. Si vous vous rendez compte, et c'est très souvent le cas, vous allez vous rendre compte du fait que vous avez utilisé exagérément de mots, vous avez dépassé, vous revenez sur le texte que vous avez préalablement écrit et vous le réécrivez en essayant d'utiliser un certain nombre d'astuces que nous tous qui utilisons la langue connaissons. C'est-à-dire, par exemple, on peut remplacer certaines formulations très longues par d'autres qui sont moins longues. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir une subordonnée dans le texte, vous la remplacez par un adjectif, ou bien par un nom, ou bien par un adverbe. Je peux donner un exemple. Vous avez par exemple écrit dans votre texte, des élèves qui sont arrivés après 7h30 ont été punis. Mais vous transmettez cela en les retardataires ont été punis. De même, on peut remplacer une énumération par un terme générique. Je peux vous donner un autre exemple, un exemple d'énumération. Ici, on va dire la boxe, le karaté, le judo, la lutte. On peut remplacer cela par un terme générique, les sports de combat. Donc, en fait, lorsque vous avez donc ainsi relu le texte, vous avez réajusté et que vous êtes rendu compte que maintenant, le nombre de mots utilisés correspond bien à la marge qui vous a été autorisée par le sujet, vous pouvez donc estimer que vous avez fini avec votre travail de contraction de texte. Mais il y a un certain nombre d'éléments que je n'ai pas pu produire pendant cette première vidéo, que je vais produire dans une deuxième vidéo, notamment les éléments qui vont montrer les différences qui existent entre les deux formes de la contraction de texte, le résumé des textes et l'analyse. Il s'agit là de deux formes différentes qui vivent le même objectif, mais qui se présentent pourtant avec des éléments de différence bien importants, puisque si le candidat confond ces éléments-là, il sera sérieusement pénalisé au moment de la notation. C'est la raison pour laquelle, lors de la prochaine vidéo, je vais revenir sur ces différences-là. Voilà.
nous en avons fini pour notre vidéo de ce jour. Si vous avez apprécié ce que nous avons présenté, nous vous prions de liker la vidéo. Si vous avez également estimé que ce qui a été dit est très important et que vous aimeriez être informé, être alerté lors de nos prochaines vidéos, je vous prie de vous abonner et d'enclencher la cloche de notification. Merci pour votre aimable attention.